Il n'y a rien de plus merveilleux que de se perdre dans les milliers de clichés de notre univers, prise par Hubble, sur les différentes plateformes des agences spatiales. Il suffit de les contempler pour laisser notre imagination guider nos rêves. Depuis quelques mois, nous essayons avec notre équipe de vous partager la beauté de la conquête spatiale grâce à notre documentaire, Les merveilles du cosmos. Mais il y a une chose qui, par-dessus tout, est une expérience inoubliable et unique. Passer un Noël là-haut, dans l'espace. C'est en voyant la fragilité de notre foyer, la Terre, toutes les lumières allumées sur la surface du globe, sans pouvoir discerner une seule frontière. Et ce sentiment, lorsque soudain on se retrouve face à toute cette immensité, sous nos pieds, qu'on découvre le vrai bonheur. Aujourd'hui, avec un épisode inédit pour célébrer ce jour si précieux, nous allons faire ensemble le tour des plus beaux Noëls passés dans l'espace. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous rêver. L'espace d'un instant, à toutes ces merveilles au-dessus de nous. Nous commençons cet épisode le 24 décembre 1968. Premier Noël dans l'espace, et ironiquement l'un des plus beaux. Pour vous remettre dans le contexte, à cette époque nous sommes en plein dans la course à la Lune, opposant les USA à l'URSS. Et pour cause, le premier pas sur la Lune n'a pas encore eu lieu. Et la première mission en orbite lunaire s'apprête à être remplacée par les anciennes missions inhabitées en tant que deuxième mission habitée du programme, en effectuant ce qui dès lors n'avait jamais été testé avec une équipe d'astronautes, l'injection translunaire, autrement dit le départ de vie de la Terre. Cette mission n'est d'autre que Apollo 8, huitième mission du programme Apollo de la NASA. Frank Borman, le commandant de la mission. Jim Lovell, le futur commandant de la mission Apollo 13, qui faillit perdre lui et son équipage dans l'espace, et William Anders, qui réalisait sa première mission spatiale, décollèrent tous les trois à bord de la fusée Saturn V 3 jours plus tôt, le 21 décembre 1968. Ils furent ainsi les premiers humains à accéder au magnifique spectacle que nous offre la vue de la Terre lorsqu'on s'éloigne de celle-ci suffisamment pour pouvoir admirer sa parfaite sphère suspendue dans l'espace, sans passer par des images prises par une sonde. Leur voyage vers la Lune dure 55 heures, avant d'atteindre le 24 décembre notre satellite, afin de réaliser 10 orbites autour de celle-ci. Ils peuvent ainsi observer pour la première fois la face cachée de la Lune, ainsi qu'un magnifique lever de terre, dû à un effet de perspective permis grâce aux orbites effectuées par l'équipage. L'heure tourne, et arrive alors peu à peu le soir. Sur Terre, comme dans l'espace, c'est la veillée de Noël. Les trois astronautes, Borman, Lovell et Anders, décident alors de lire à tour de rôle la Genèse issue de la Bible. Ils sont écoutés par des centaines de millions de personnes, depuis la Terre, qui suivent cette fabuleuse mission depuis son départ, le 21 décembre. Pour terminer leur discours, ils finissent avec un dernier message de paix prononcé par le commandant Frank Borman. Joyeux Noël et que Dieu vous bénisse, tous sur cette bonne vieille terre. Référence aux divers conflits de cette année 1968, comme la guerre du Vietnam par exemple, dans laquelle les États-Unis sont engagés depuis 4 ans déjà. Nous vous laissons découvrir ou redécouvrir la retransmission de cet instant magique. Vous pouvez le passer si vous le souhaitez en vous rendant au timecode suivant. Mais n'hésitez tout de même pas à la visionner, car cela vaut le détour. A tout de suite. We are now approaching lunar sunrise, and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters. Let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament
waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. Le lendemain, le jour de Noël, le moteur principal du module de service s'allume afin d'entamer leur retour sur Terre. Mais ceci doit se dérouler derrière la Lune, rendant toute transmission impossible. Les 3 astronautes vont devoir réaliser cette manœuvre seuls. Fort heureusement, tout se passe bien. Suite alors 2 anecdotes, dont la première se réalise 15 minutes après la manœuvre. En effet, c'est à partir de là que la transmission serait établie. Si Jim Lovell confirme la liaison radio et s'exclame étrangement « Soyez informés qu'il y a un Père Noël », en fait, en citant Santa Claus. Cela signifiait officieusement que leur cadeau avait été reçu. En soi, la réussite de la manœuvre de propulsion. Ils amérirent dans l'océan Pacifique le 27 décembre, après leur voyage de retour. Suite à quoi, ils closent cette incroyable aventure qui les gravait à jamais dans l'histoire de la conquête lunaire. Avant de finir cette première histoire, il nous reste une dernière anecdote à raconter. Il s'avère que quelque temps plus tard, une activiste athée demande un procès contre la NASA pour avoir récité la Genèse durant la veillée de Noël. Cette demande sera plus tard déboutée par la Cour suprême et la NASA s'en sortit très bien. Les missions Apollo vont donc se poursuivre pendant 4 ans encore, jusqu'à la dernière qui sera Apollo 17, en décembre 1972. Pour la continuité du programme Apollo, alors que les 18e, 19e et 20e missions sont annulées. La NASA met en place les missions Skylab consacrées à la première station spatiale américaine. Les missions vont donc tout changer quant à la durée des missions dans l'espace, car la station spatiale permet aux astronautes de vivre dans celle-ci, et ce, durant plusieurs mois. Durant les missions Skylab, les Américains battront ainsi plusieurs fois le record de durée de vol pour les astronautes, avec 84 jours pour Skylab 4. Ce qui rend les Noëls passés dans l'espace beaucoup plus présents, avec des Noëls en orbite terrestre. De plus, l'URSS aussi met en place sa première station spatiale, et ce, bien avant les USA. Le meilleur exemple pour démontrer ceci est donc le 2e Noël passé dans l'espace, qui sera vécu par les Russes et par les Américains. Nous nous retrouvons donc le 24 décembre 1973. Ce jour-là, 2 missions spatiales sont en cours. Skylab 4, la dernière mission pour la station spatiale américaine, et Soyouz 13 du programme Soyouz, programme qui était l'un des piliers du programme lunaire soviétique. Skylab 4 avait décollé le 16 novembre. Elle allait passer la 2e veillée de Noël américaine dans l'espace. Pour cette occasion, l'équipage avait confectionné son propre sapin de Noël à l'aide de boîtes de conserve alimentaires. Dans un premier temps, ce genre d'événement est assez improvisé. Ainsi, du côté russe, cette veillée de Noël n'est pas plus originale. De plus que les cosmonautes ne sont que 2, suite au récent accident durant la précédente mission Soyouz 12. Après ce 2e Noël passé dans l'espace, les fonds de la NASA consacrés aux missions Skylab sont supprimés en faveur du développement de la navette spatiale. La poursuite de mission est donc annulée en attendant que celle-ci soit opérationnelle, permettant ainsi de rehausser Skylab dans son orbite. Mais la navette n'est pas prête à temps, et Skylab brûle dans l'atmosphère le 11 juillet 1979, soit 5 ans après le départ de Gerald Carr, William Pogge et Edward Gibson, les 3 astronautes de Skylab 4 de la station. Entre-temps se déroule le 3e Noël passé dans l'espace, le 24 décembre 1977, avec la station spatiale russe Salyut 6. Louri Romanenko et Georgi Grechko décollent le 10 décembre 1977 pour la mission Soyouz 26, un nouveau Noël improvisé, pour que leur mission se termine le 16 mars 1978 avec la mission Soyouz 27 et l'équipage venu les chercher. Notre prochain cap est en 1981, le 12 avril. En effet, 3 ans après le 3e Noël dans l'espace. Aucune nouvelle mission n'a eu lieu pendant un 24 ou un 25 décembre depuis. Le 12 avril 1981 a alors lieu un événement extrêmement important pour l'avenir spatial. Il s'agit du premier vol de la navette spatiale Columbia, la première navette spatiale en service lors de la mission STS-20, mais les vols de navettes spatiales ne vont pas faciliter les Noëls en orbite.
car la NASA va éviter ce genre de période pour les missions de la navette. Nous ne retrouverons pas de Noël dans l'espace avant 1987. D'ailleurs, celui-ci ne sera pas un Noël en navette spatiale, car à cette époque-là, les vols en navette n'ont toujours pas repris, depuis l'accident de Challenger, le 28 janvier 1986. Il s'agit alors du premier Noël dans la station spatiale Mir. Mir est la première station spatiale à plusieurs modules, qui précède la Station spatiale internationale. Nous nous retrouvons donc le 22 juillet 1987. Décollent alors les astronautes Alexander Viktorenko, Alexander Pavlovich, Alexandrov et Mohamed Faris, premier Syrien dans l'espace, pour la mission Soyouz TM3. Mais seulement Alexandrov dans l'équipage fêtera Noël dans la station. Pourquoi ? Eh bien parce que beaucoup de rotations d'équipage ont lieu dans la station Mir. Alexander Viktorenko et Mohamed Faris de Soyouz TM3 vont alors quitter la station avec Alexander Levakin de la mission précédente, Soyouz TM2, pour rentrer sur la Terre le 30 juillet 1987. Tandis que le reste de l'équipage de Soyouz TM2, constitué du cosmonaute Louris Viktorovich Romanenko, repartira avec le nouvel équipage de Soyouz TM3. Justement, il faut parler de ce nouvel équipage, constitué d'Alexandrov, Romanenko, mais aussi d'Anatoly Levchenko, de Soyouz TM4. Tandis que Soyouz TM2 a déjà quitté la station avec une partie des cosmonautes de Soyouz TM3 et que Romanenko et Alexandrov s'apprêtent à fêter Noël, une nouvelle mission décolle le 21 décembre avec à son bord Anatoly Levchenko et ses deux compagnons. Avec cette activité sur Mir, il est presque évident que le Noël suivant, celui de 1988, ait aussi lieu dans la station. De plus, depuis quelque temps avec Skylab et les stations russes, nous sommes entrés dans une nouvelle période de la conquête spatiale. Les stations spatiales et les vols à longue durée. Et grâce à cette station à multiples modules comme Mir, le temps de vol est encore plus impacté. Ainsi, pendant 11 ans, la station Mir a accueilli à chaque Noël des cosmonautes venus du monde entier. Elle couvre alors les Noëls de 1987 à 1998. Mais il n'y a pas d'équipage à bord de la station le 24 décembre 1999. Et le dernier équipage à quitter Mir retournera sur la Terre le 16 juin 2000 avant que la vieille station soit volontairement détruite le 23 mars 2001. Avant de finir avec la conquête spatiale de nos jours, nous allons nous intéresser quelques instants aux Noëls qui ont pu se dérouler dans l'espace avec la navette spatiale. Comme nous l'avons dit précédemment, la NASA cherche à éviter ce genre de période et c'est normal. Mais il y a des fois où l'on n'a vraiment pas le choix. C'est par exemple en 1999, pour le Noël qui n'aura pas lieu dans la station Mir, que la navette Discovery doit décoller d'urgence pour tenter de sauver le télescope spatial Hubble qui court un grand danger. La mise en orbite a lieu quelques jours plus tôt, le 19 décembre, avec à bord de la navette 7 astronautes, dont le français Jean-François Clairoy et le suisse Claude Nicollier. Tous les objectifs de la mission sont remplis avec succès, le télescope s'en sort très bien et est détaché de la navette le 24 décembre. Sur Terre, on autorise alors l'équipage de fêter ensemble Noël. Claude Nicollier, pour faire honneur à son pays, a ainsi ramené pour tout l'équipage une bonne ration de chocolat suisse. Grâce à Enjoy Space, qui a contacté Jean-François Clairoy, on sait aussi que leur petit repas de Noël contenait du foie gras de canard sur tortillas mexicaines, ainsi que du cassoulet et un petit salé aux lentilles. Il dit garder de ce réveillon un très bon souvenir, mais aussi un enseignement pour notre futur, car comme dit au début de la vidéo, passer un Noël dans l'espace, c'est toujours fort en émotion. Retranscription de ces paroles. Noël dans l'espace. C'est l'occasion de méditer sur le cycle de la vie et des naissances. Dans notre vaisseau spatial, nous sommes comme des graines envoyées dans l'espace pour ensemencer les générations futures qui explorent toujours plus loin au fin fond du cosmos, comme de celui des océans pour chercher des réponses à notre avenir. Mais ce n'est pas tout, car Jean-François Clairvoy a aussi confié que le Père Noël était venu leur rendre visite. En expliquant qu'il était entré par on ne sait quelle ouverture, personne n'a jamais su qui il était. Secret d'équipage. Ces anecdotes, c'est le genre de petits détails qui permet aux astronautes de garder le moral et de pouvoir passer un bon Noël, même éloignés de leur famille. Et si vous souhaitez en connaître davantage, Jean-François Clairvoy en a même fait tout un ouvrage intitulé Histoire d'espace.
Mais si un Noël en orbite est tout de même autorisé, un nouvel an là-bas est hors de question. Et il faut l'éviter à tout prix. Pourquoi ? Eh bien pour une raison très simple. Imaginez ce qu'il pourrait se passer si le chiffre de l'année changeait tout d'un coup dans les ordinateurs de bord. Bon, il est vrai qu'il n'a jamais été prouvé si cela pouvait ou non avoir un impact sur les calculateurs. Mais dans l'espace, mieux vaut ne jamais tenter le diable. La mission STS-103 est raccourcie à 8 jours et se finit alors le 28 décembre 1999 avec l'atterrissage de Discovery. Et puis n'oubliez pas que cette année-là, on ne changeait pas un seul chiffre, ni 2, ni 3 non plus, mais bien 4 chiffres. On atteignit enfin le nouveau millénaire. Notre voyage atteint son apogée. Notre dernier cap est la Station spatiale internationale. Juste avant de s'y amarrer, il est nécessaire de souligner quelques détails. La première mission d'assemblage de l'ISS avait décollé 2 ans plus tôt, le 4 décembre 1998, avec la navette Endeavour, lors de la mission STS-88. C'est à partir de 2000, après la dernière mission sur Mir, que commencèrent les préparations pour la première expédition vers l'ISS, notamment avec la mission STS-106. 31 octobre 2000, le grand jour est arrivé. C'est l'heure pour Soyouz TM-31 et son équipage de décoller pour la première expédition sur la station flambant neuve. Une mission de presque 4 mois. Et qui dit 4 mois à partir du 31 octobre, dit 24 décembre dans la station. Le premier Noël dans l'ISS a donc lieu le 24 décembre 2000 et célèbre pour la conquête spatiale un nouvel avenir avec la station. L'expédition se termine avec un retour en navette spatiale le 21 mars 2001. À partir de là, l'histoire des Noëls dans l'espace ne différerait plus vraiment. Le Noël du 24 décembre 2001 aura lieu avec l'expédition 4 pour l'ISS. Et ils continueront d'être fêtés pendant 20 ans encore. Le seul petit changement aura lieu avec l'arrêt des navettes spatiales et le passage complet au Soyouz. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur cela, vous pouvez visionner le premier épisode des Merveilles du Cosmos qui en apprend davantage dessus. Peu après le Noël de 2002, Columbia effectuera son dernier vol. Ce sera le 2e accident mortel de la navette. Et c'est ici que s'arrête notre chemin pour cet épisode. La suite va se dérouler à partir du 17 novembre 2016. Vous le savez peut-être, mais ce jour-là vont décoller les cosmonautes russes Oleg Novitsky, l'astronaute américain Peggy Whitson et l'astronaute français Thomas Pesquet. Pour cette dernière partie, nous vous proposons de jeter un œil au réveillon du 24 décembre 2016, célébré par Thomas et le reste des membres de la station. Bonjour à tous depuis la Station spatiale internationale. C'est pas le Père Noël qui vous parle. Je suis Thomas Pesquet, ingénieur de bord pour l'expédition 50. Aujourd'hui, alors que les fêtes de Noël approchent, je voudrais vous souhaiter évidemment des très bonnes fêtes, vous dire un peu ce que ça représente pour moi. Comme pour le 24 décembre 1999, les astronautes vont pouvoir déguster tous ensemble un dîner à l'occasion de la veillée de Noël. Dans une vidéo de l'ESA, Thomas va présenter le repas qu'ils vont pouvoir manger, dans lequel il explique que pour l'occasion, il a essayé de ramener pour ses collègues de la nourriture française, cuisinée par les chefs français. Comme entrée, ils auront alors de la langue de bœuf façon Lucullus, préparée par Thierry Macre. Thomas précise que c'est l'un des plats que lui cuisinait sa grand-mère, petit. Pour le plat de résistance, ils auront le droit à du poulet au vin jaune et au morille, plat traditionnel du Jura et l'un des plats préférés de Thomas sur Terre qui lui rappellera sa famille. Et pour le dessert, ce sera du pain d'épices aux pommes, dessert préféré de Thomas lorsqu'il était petit, qui encore une fois lui permettra de se remémorer son enfance. Des petites attentions pour le dîner par les agences spatiales permettent aux astronautes de passer un bon Noël dans la station, car rester plusieurs mois confinés dans l'espace, cela met les nerfs à rude épreuve. Après cette présentation de leur repas, Thomas adresse un petit message de réflexion pour Noël, avec son propre ressenti lorsqu'il observe la Terre depuis la station et une conclusion parfaite pour la vidéo.
Voilà, tout ça pour dire que Noël à bord de l'ISS, eh bien évidemment on va le fêter, on le fête à titre individuel, on essaie de partager des moments ensemble, mais surtout on essaie de penser à ce que ça veut dire pour tout le monde sur Terre. Quand on regarde à travers nos vitres et qu'on voit la Terre défiler sous nos pieds, on se dit on ne voit pas les frontières, que tout le monde a l'air d'être uni, que les lumières de la nuit, les lumières de Noël illuminent ça de manière absolument magnifique. On espère que la période de Noël va permettre aux gens peut-être de prendre ce recul, d'essayer de vivre ensemble en bonne intelligence et de mieux s'entendre, parce qu'au final je pense que Noël, la raison pour laquelle c'est important, c'est pas tellement parce qu'on repart avec une hotte pleine de cadeaux, c'est surtout parce qu'on essaie de faire passer en premier les bons sentiments et puis de rendre le monde un peu meilleur tout simplement. C'est sur ces belles paroles que nous terminons cette vidéo spéciale Noël. Nous espérons qu'elle vous aura plu et que vous passez de très bonnes fêtes. Et au passage, si le cœur vous en dit, laissez-nous un petit like, ça ne vous coûte rien et ça nous ferait extrêmement plaisir. Nous vous laissons donc ici et vous retrouvons en 2020 pour le prochain épisode des Merveilles du Cosmos. En attendant, n'hésitez pas à visionner les précédents épisodes, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Salut à tous, joyeux Noël et faites de beaux rêves. Alors, joyeuses fêtes de fin d'année depuis l'ISS, de la part de tout l'équipage de l'expédition 50 et de moi-même. Joyeuses fêtes à tous.